Voilà. Nous commençons pile à l'heure, mesdames et messieurs. Alors, je rappelle les règles que nous allons suivre pour que cette réunion se passe bien, se passe dans l'ordre et avec méthode, car nous n'avons que 1h30, je viens d'apprendre qu'on a même encore un peu moins. Alors, l'intervention de François Fillon prendra 20 minutes maximum. Après quoi, chaque association composant cette fédération d'associations libérales posera une question dont l'exposé ne devrait pas excéder 30 à 60 secondes. Et la réponse sera peut-être réduite à moins de 5 minutes, puisque vous devez nous quitter plus tôt. Et je veillerai, avec le professeur Pascal Salin, au respect du timing, car il faut pouvoir aborder et traiter tous les sujets. Alors, je vous rappelle qu'à l'entrée et à la sortie, vous trouverez des boîtes destinées à recevoir vos dons, car nous ne sommes financés que par vous. Et pour organiser cette réunion publique, vous imaginez que ce n'est pas gratuit, donc nous comptons très sincèrement sur votre générosité. Si c'est déjà fait, c'est parfait, mais quand ce n'est pas fait, c'est bon de le rappeler. Et alors n'hésitez pas à glisser un petit billet si vous en avez la possibilité. Vous avez aussi une brochure qui présente chaque association, celle que j'ai l'honneur de présider, l'ALEPS, Association pour la liberté économique et le progrès social, a été fondée, je le rappelle, en 1966 par Jacques Rueff, qui a rassemblé des universitaires et des entrepreneurs pour défendre la liberté et la responsabilité. Alors, avant d'entrer dans le détail de votre programme et de vous passer la parole, je voudrais faire une remarque générale. En 1986, la réforme de Baquet a été abandonnée. En 1993, le projet SMIC jeune d'Édouard Balladur a été abandonné. En 2005, c'est le projet de Dominique de Villepin, CPE, qui a été abandonné. On pourrait comme ça multiplier les exemples, les divers projets qui ont été abandonnés, les divers projets qui ont été... Merci, excusez-moi. Vous m'entendez mieux là? Bon, j'en ai plus pour longtemps. Je voulais simplement dire que beaucoup de projets ont été abandonnés par des gouvernements de droite et même encore des gouvernements de gauche ont subi tout récemment, avec le très timide projet El Khomri, des difficultés, c'est-à-dire des obstructions de la part des syndicats et des forces du mal. Alors, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, certains gouvernements, Margaret Thatcher en Angleterre, Ronald Reagan aux États-Unis, ont résisté. Et ils ont si bien résisté que Mme Thatcher a assigné le syndicat des mineurs et M. Reagan a assigné en justice le syndicat PATCO des aiguilleurs du ciel. Alors, si ces gouvernements n'ont pas reculé et finalement ont vaincu, s'ils ont été et ensuite ont été réélus, c'est parce qu'ils ont eu recours à quelque chose qu'on ne connaît peut-être pas très bien en France, qui est l'arme juridique, qui consiste à assigner les syndicats pour le préjudice que les grèves causent, que les obstructions, les violences, les casses causent. Et on peut le faire en France, parce que moi je l'ai fait, pour des grèves qui avaient lieu à bord de bateaux, puisque je suis spécialisé en droit maritime. Donc, Monsieur le Premier ministre, pour lancer le débat et lancer votre exposé, je vous demanderai d'emblée, est-ce que vous allez, en dehors de nous énoncer votre programme, est-ce que vous allez, si vous rencontrez des obstructions, et elles ne manqueront pas à mon avis, est-ce que vous allez faire quelque chose contre les forces du mal? Voilà ma question pour lancer un peu un débat un peu passionné. Je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs, d'abord cette réunion commence extrêmement bien puisqu'il y avait une enveloppe sur ma table avec à mon nom, donc j'ai cru que c'était une récrimination, mais c'était un chèque de soutien à ma campagne et une adhésion à mon comité de soutien. Je voudrais remercier
Maître Patrick Simon et le professeur Pascal Salin de leur accueil et de leur invitation. Saluer mes amis Charles Millon et Hervé Novelli présents dans cette salle, et peut-être d'autres que je ne vois pas parce que la lumière est basse. Et je voudrais tout de suite répondre à la question qui m'est posée sans détour. Oui, il y a des gouvernements qui ont reculé devant des réformes qui étaient pourtant des réformes essentielles parce qu'il y avait des blocages sociaux. Mais il y en a aussi qui n'ont pas reculé. En 2003, j'ai mis 2 500 000 personnes dans la rue avec la réforme des retraites qui, je le rappelle, visait à aligner la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du privé et à enclencher l'augmentation de la durée de cotisation. Est-ce que cette réforme a été faite? Oui. Est-ce que quelqu'un, depuis la remise en cause, et en particulier la gauche qui l'avait combattue avec la plus extrême énergie? Non. J'ai envie de dire qu'en mettant 2,5 millions de personnes dans la rue, j'ai fait beaucoup plus que Mme El Khomri. Et pourtant, cette réforme a été votée. Elle a été votée parce qu'à aucun moment, il n'y a eu de signaux envoyés par le pouvoir, c'est-à-dire par le ministre, le Premier ministre, le Président de la République ou la majorité, qui avait une possibilité de recul, qui avait une hésitation, qui avait une division, une crainte à l'intérieur du gouvernement et de la majorité. Je pourrais prendre d'autres exemples. Je pourrais prendre l'exemple de la réforme des universités conduite sous l'autorité de Valérie Pécresse en 2008, 6 mois de conflit dans les universités, elle a été pourtant mise en œuvre. On peut toujours discuter de la portée de ces réformes, mais c'est la démonstration qu'on peut faire des réformes dans notre pays quand il y a une détermination et quand il y a un mandat démocratique clair. Et pour répondre à la question juridique, comme Premier ministre, il m'est arrivé à plusieurs reprises de réquisitionner des salariés qui bloquaient par exemple des dépôts de carburant, et ces réquisitions ont débloqué ces dépôts de carburant. Je veux dire par là que je pense qu'il y a dans notre pays une surestimation par les responsables politiques et par l'ensemble du système médiatique de la capacité de blocage et de résistance d'une partie des forces sociales. Et c'est parce que dans les têtes des dirigeants, il y a cette peur du blocage qu'on recule aussi facilement ou qu'on présente des projets qui sont aussi modestes parfois dans leurs objectifs. Tout ceci me rend raisonnablement optimiste dans la mise en œuvre des réformes, mais j'ai toujours dit que si il devait y avoir des blocages par rapport à des réformes fondamentales souhaitées par les Français et voulues par le gouvernement, eh bien naturellement, il ne faudrait pas hésiter à aller au bout d'un bras de fer avec ceux minoritaires qui bloquent ces réformes. Il y a un de mes concurrents à la primaire qui a voulu, il y a quelques mois, être désagréable avec moi en disant « il est thatchérien ». Eh bien, il s'est trompé, ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Pourquoi ? Il n'y a aucune comparaison possible, on n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans la même époque, on n'a pas d'Irlande qui veut se séparer de la Grande-Bretagne. Mais Mme Thatcher, elle reste dans l'histoire comme une femme qui a remis debout l'économie britannique. On peut lui reprocher plein de choses, mais d'une certaine manière, M. Blair et tous ses successeurs n'ont fait que profiter du travail de base qui avait été réalisé par Mme Thatcher. Et on peut prendre un exemple, vous avez pris celui de Ronald Reagan, mais là on s'éloigne beaucoup à la fois sur un autre continent et sur des systèmes politiques et des histoires différentes, mais on peut prendre un exemple beaucoup plus proche de nous avec un dirigeant socialiste, M. Schröder, qui a eu le courage de réformer de façon différente, moins radicale, mais efficace le marché du travail allemand et qui a permis à l'Allemagne de se redresser. Et au fond, moi, la seule chose qui m'intéresse, et je vais y venir dans l'échéance de 2017, c'est ça, c'est de pouvoir redresser le pays. C'est pas d'occuper une fonction pour le plaisir de l'occuper. Qu'est-ce qui restera du quinquennat de M. Hollande? De Mme Thatcher, on sait ce qui reste. Il reste que dans les livres d'histoire, elle aura été la dame qui a redressé l'économie britannique, la société britannique, et qui permet à la Grande-Bretagne d'être aujourd'hui la 5e puissance économique du monde devant nous. Qu'est-ce qu'on dira du quinquennat de François Hollande? Qu'est-ce qu'il en restera? Rien. Absolument rien, si ce n'est la poursuite de la décadence. Alors, je veux en quelques mots vous donner quelques lignes de force du projet que je défends et répondre à vos questions.
Et donc je vais aller droit au but. Je suis candidat à cette élection et naturellement vous voulez savoir pourquoi. Et surtout pourquoi faire. Eh bien je vous réponds aussi directement pour engager une transformation profonde, une transformation politique, économique et sociale de notre pays. Tous les candidats de droite, en tout cas sous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, pensent, sans doute à juste titre, qu'ils sont capables de battre le candidat de gauche. Mais la question, c'est pourquoi faire? La question, c'est est-ce que c'est pour une alternance, comme on en a connu beaucoup, c'est-à-dire où on va essayer de réorienter le bateau tranquillement dans une meilleure direction, mais en prenant le temps et en n'allant pas au bout des choses, ou est-ce que c'est pour engager une transformation profonde que moi j'appelle un changement de logiciel, et la clé de cette transformation aujourd'hui, c'est la liberté. C'est la liberté, et je voudrais m'en expliquer parce que je ne suis pas un idéologue, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un expert, je suis un homme de terrain qui a occupé des fonctions locales, qui a occupé des fonctions gouvernementales, et après la défaite de 2012, j'ai entrepris de faire pendant 3 ans un tour de France discret pour aller au contact des Français partout, pour les entendre, pour m'expliquer, pour les entendre et pour bâtir avec eux un projet. Et pratiquement partout où je suis allé, j'ai entendu le même cri que l'État arrête de nous emmerder, qu'on nous fiche la paix, qu'on nous laisse un peu tranquille, qu'on nous laisse travailler, qu'on nous donne un peu de liberté, qu'on nous fasse confiance. Simplement, ce cri n'émanait pas que d'entrepreneurs. Voilà. Les entrepreneurs, on sait qu'ils réclament ça depuis longtemps, ils ont raison de le réclamer, et on sait que partout où il y a un peu plus de liberté économique, ça fonctionne mieux. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce cri, je l'ai entendu émanant de Français qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler comme ça. Je l'ai entendu venant d'agriculteurs. Ce ne sont pas en général des gens qui réclament de la liberté, ils réclament plutôt des aides, une organisation des marchés, etc. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus des réglementations, ils n'en peuvent plus des normes, ils n'en peuvent plus des charges. Et ils disent au fond, on comprend que vous nous fixiez des objectifs, on comprend qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, qu'il y ait des contraintes, mais une fois que vous nous avez fixé ces objectifs, fichez-nous la paix, faites-nous confiance, laissez-nous faire notre travail. Je l'ai entendu des professions médicales. Les médecins disent, on comprend que vous nous fixiez des objectifs de dépenses, mais une fois que vous avez fixé ces objectifs de dépenses, fichez-nous la paix. Laissez-nous travailler, laissez-nous soigner nos patients comme on sait le faire, comme on a appris à le faire, comme c'est notre métier. Ne nous imposez pas, comme vous le faites aujourd'hui, avec une administration de plus en plus pléthorique et bureaucratique, la normalisation de notre relation avec les patients. Les hommes et les femmes qui construisent des logements m'ont tous dit on pourrait vous faire plus de logements moins chers, mais il y a trop de normes, il y a trop de contraintes, il y a trop de réglementations, fichez-nous un peu la paix, laissez-nous tranquilles, faites-nous confiance. Des chefs d'établissement scolaire du secteur public qui m'ont dit mais si on pouvait avoir un peu de liberté, si on avait un peu de marge de manœuvre, un peu de marge d'appréciation, si on ne voulait pas nous imposer partout le même système. Puis il n'y a pas très longtemps, je déjeunais avec des responsables de l'économie sociale et solidaire, des responsables d'associations qui s'occupent d'intégrer des handicapés, qui s'occupent... Voilà, on est très très loin de l'économie libérale. On est très très loin de l'entrepreneur qui défend la liberté d'entreprise. On est chez des hommes et des femmes qui d'ailleurs sont plutôt, comment dirais-je, idéologiquement de gauche. Et à la fin de ce déjeuner, je leur ai dit, est-ce qu'il y a un message que vous voulez me faire passer? Oui, qu'on nous fiche la paix, qu'on nous laisse tranquille, qu'on nous laisse un peu plus de liberté, qu'on nous laisse apprécier les situations dans lesquelles on est et qu'on nous laisse gérer nos affaires librement. Voilà, je pense que cette question de la liberté, elle est aujourd'hui prégnante dans toute la société française, et pas seulement d'un point de vue simplement économique. C'est la société française qui a besoin qu'on la libère. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin qu'on la libère? Parce que pendant 30 ans, et en particulier depuis le début du choc de la mondialisation, depuis qu'on n'est plus les maîtres du monde, on a cherché à se protéger contre tous les dangers, ou plutôt on a cherché à protéger les Français contre tous les dangers à travers des réglementations, des impôts, la multiplication d'un système bureaucratique qui aujourd'hui se retourne contre les Français, contre tous les Français, y compris les plus modestes, et se retourne et a perdu le sens de la mission qui est la sienne. Et donc il faut faire revenir le balancier. Faire revenir le balancier, c'est ce que j'essaye de proposer avec un programme
que j'ai bâti avec les Français et que je veux mettre en œuvre avec les Français. Je vais m'en expliquer dans un instant. C'est un programme qui est réaliste et c'est un programme qui est réalisable pendant un quinquennat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas vous satisfaire sur toutes les questions que vous allez poser. Je ne vais pas être en accord avec vous sur toutes les demandes qui sont les vôtres. Avec l'expérience qui est la mienne, je pense que le programme que je propose, dont on dit qu'il est déjà le plus radical, est réalisable. Qu'il est réalisable dans le délai d'un quinquennat. Il s'agit de changer la donne, il s'agit de changer d'état d'esprit. Et pour cela, il faut faire, dans un délai extrêmement court, pas tout, mais 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont avoir des effets de levier puissants sur la croissance et donc sur l'économie, mais qui sont aussi des réformes dont les effets seront le plus possible irréversibles pour changer justement la donne et l'état d'esprit. Alors c'est quoi ces réformes? C'est d'abord libérer le travail. Libérer le travail, c'est pas dire on va supprimer les 35 heures, c'est dire on va supprimer la durée légale du travail. Et c'est un point très très important qui me permet de m'expliquer sur les différences, vous m'arrêtez si je suis trop long, avec Encore 5 minutes. Oh là là, je suis juste au début. Les différences avec mes concurrents. Tout le monde dit on va supprimer les 35 heures. Il y en a c'est pour passer à 37, il y en a d'autres c'est pour augmenter le temps de travail mais à condition que toutes les heures soient payées. Enfin on sent qu'il y a toujours le contrôle de l'État, le regard de l'État, la tutelle de l'État, comme si les agents économiques, les salariés et les chefs d'entreprise étaient incapables de se mettre d'accord librement sans être en permanence contrôlés par l'administration et par l'État. Donc c'est fondamental de supprimer la durée légale du travail et de renvoyer librement à la négociation d'entreprise, avec l'instrument du référendum interne au cas où il y a des blocages sociaux, cette question du droit du travail. Ça a un autre avantage, c'est que s'il y a des milliers d'accords en France dans toutes les entreprises sur la durée du travail, ça sera irréversible. Parce que personne ne pourra revenir sur des accords qui ont été signés partout, qui fonctionnent et qui fonctionnent dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises. Alors que si vous passez demain à 37 heures, eh ben, ensuite il y aura un gouvernement de gauche un jour qui reviendra et qui vous expliquera qu'il faut passer à 35 ou à 32. Je veux parallèlement que la fonction publique passe à 39 heures, revienne à 39 heures. On aura l'occasion peut-être de s'expliquer dans les questions parce que sinon je vais être trop long. Mais c'est nécessaire pour des raisons économiques, mais c'est nécessaire aussi pour servir de référence aux négociations qui ont lieu dans les entreprises. Si, comme le proposent mes concurrents, les fonctionnaires restent à 35 heures ou à 37, ça veut dire que les salariés du secteur privé se serviront de cette référence pour dire nous on ne veut pas passer à 39 heures. Si la fonction publique travaille 35 heures, pourquoi est-ce que nous, on passerait à 39 heures? Je veux un code du travail épuré à 150 pages. Vous voyez, je ne vous ai pas dit un nouveau code du travail. On prend le code du travail tel qu'il est, on l'élague, en ne conservant que ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales. Ça fait 150 pages. Et on renvoie tout le reste à la négociation dans les entreprises ou dans les branches. Je veux une palette de contrats de travail. Je ne veux pas un contrat de travail unique. Je pourrais m'en expliquer si vous me posez des questions sur le sujet. Qui serait sans doute une solution idéale, mais à mon avis tellement idéale qu'elle ne fonctionnera pas. Je préfère avoir un CDI avec la barémisation des indemnités en cas de licenciement, le maintien des CDD, la mise en place de contrats de mission, de durée qui sont des durées limitées, et surtout la création d'un statut de prestataire indépendant dans la continuité de l'auto-entrepreneur que nous avions créé avec Hervé Novelli, qui permettra, sans les contraintes qui sont celles de l'auto-entrepreneur, à des personnes de se mettre à leur compte, de vendre leurs services aux entreprises, de vendre leurs services aux particuliers, avec la possibilité notamment de nouer des contrats avec les entreprises de 3 ans, sans possibilité de requalification par l'inspection du travail. Je veux baisser de 60 milliards d'euros les charges des entreprises, et j'ai, dans les documents de ma campagne, indiqué sur quelles charges et comment le financer. Je veux la suppression de l'ISF et la mise en place de ce qu'on appelle une flat tax à 30% sur les revenus du capital, tout compris, qui serait la fiscalité des revenus du capital. Et je ne le veux pas pour des raisons démagogiques, je le veux parce que c'est la seule manière de recréer un capitalisme français qui a disparu, qu'on a tué. On est dans un pays qui n'a eu de cesse que de mettre dehors ces capitalistes, les petits comme les gros, en les décourageant.
Et aujourd'hui, quand on a besoin d'investisseurs pour développer l'économie française, on se tourne vers le Qatar ou on se tourne vers les fonds de pension américains qui progressivement sont en train de prendre le contrôle de l'ensemble de notre économie. Je ne suis pas du tout contre la présence de fonds de pension américains dans les entreprises françaises, mais j'aimerais qu'en face de ces fonds de pension, il y ait des investisseurs français. Et il me semble qu'il y a quelque chose de choquant à ce qu'on fasse aux investisseurs étrangers quasiment des conditions plus favorables que celles qu'on fait aux investisseurs français. Nous arrivons presque... On arrive au bout. Alors je vais aller tout de suite au bout, puis après vous poserez les questions qui me permettront de détailler ce projet, parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler, sur la baisse de la dépense publique, sur le fonctionnement du gouvernement, sur le fonctionnement des institutions. Mais je terminerai simplement en vous disant que j'entends mes concurrents qui disent les Français n'aiment pas la liberté. Et donc au fond, ça ne marchera pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils ont quand même fait la révolution pour elle. Qu'il y en a qui ont donné leur vie pour la liberté et que ça reste une valeur fondamentale qui, à mon sens, est aujourd'hui partagée par un plus grand nombre de Français. Et puis on a la gauche qui nous répète depuis des décennies sans réfléchir, la liberté, c'est pas social. Et je veux leur répondre en citant Tony Blair, l'un des leurs, même s'il était britannique, qui disait ce qui est social, c'est ce qui crée de l'emploi. Et Tony Blair avait raison. Et c'est avec ce raisonnement-là que la Grande-Bretagne est passée devant nous en devenant la 5e puissance économique du monde avec un taux de chômage inférieur à 5%. Alors qu'à cela ne tienne, on a beaucoup d'experts dans notre pays, ce que j'appelle les experts en tout, qui, quand on avance cet argument pour dire voilà pourquoi il faut libérer le système, parce que les Anglais, les Américains, les Canadiens, les Allemands ont réussi à atteindre cet objectif de plein emploi qui pour moi est fondamental, en termes de cohésion sociale, d'espoir, d'avenir, on nous répond « Ah oui, mais c'est avec de la précarité ». Eh bien, moi, je réponds qu'en France, on a la précarité, mais on n'a pas les emplois. Voilà. Et donc, mon programme est un programme social. C'est un programme social parce qu'il veut rendre à chaque Français la dignité que seul peut offrir le travail. Et c'est un programme social parce que seule la liberté permet l'innovation. Et quand il n'y a plus d'innovation dans une société, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir de croissance, il n'y a pas d'espoir de progrès. Les artistes réclament la liberté de création. Et elle l'aurait en général largement reconnue par la gauche. Eh bien, les innovateurs ont besoin de la même liberté pour créer. Alors, est-ce que tout ça est possible ? Oui, c'est possible. D'abord parce que je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, les Français attendent des changements radicaux, pas des tisanes. Et avec les primaires, et c'est par là que je voudrais terminer, nous sommes dans une situation inédite. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, c'est la droite qui va choisir le programme économique, le programme social et le candidat à l'élection présidentielle qui a quand même de bonnes chances de l'emporter. Il ne faut jamais tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais enfin, François Hollande n'est pas avec des couleurs exceptionnelles qui lui permettraient d'être très optimiste sur son avenir politique. Donc ça veut dire que c'est le choix de la primaire qui va déterminer finalement ce que sera la politique conduite ensuite par le futur président de la République. Donc vous avez une occasion unique, elle ne se reproduira pas de sitôt. Allez voter à la primaire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, j'invite les représentants des associations à monter sur l'estrade et à venir se placer de part et d'autre de nous pour pouvoir poser la question. Pendant que vous le faites, je passe la parole à Pascal Salin pour la première question. Posée donc par le professeur Salin, représentant de l'ALEPS. Monsieur le Premier ministre, j'ai beaucoup apprécié ce que vous venez de dire et ce que vous avez affirmé à propos du rôle de la liberté. J'aurais envie de vous poser un tas de questions, bien évidemment, mais je vais simplement me limiter au domaine de la fiscalité que vous avez évoqué rapidement. Vous avez été le premier, je crois, parmi les candidats à la primaire à suggérer, à proposer la suppression de l'ISF. Et vous avez raison, bien sûr, car c'est un impôt stupide, immoral et destructeur. Or, je pense qu'une réforme fiscale profonde est vraiment la condition
par laquelle on peut retrouver la prospérité en France. Mais encore faut-il savoir quelles sont les priorités de cette réforme fiscale. Alors, je pense que beaucoup de libéraux, et j'en suis, donnent la priorité à la diminution ou même à la suppression de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Pour quelle raison? Parce que ce dont la France a besoin, c'est de restaurer les incitations individuelles à produire, à travailler, à innover, à entreprendre, à épargner. Et la progressivité de l'impôt, de ce point de vue-là, est dramatique parce qu'elle punit tous les efforts, elle punit les talents. Donc, il me semble que la priorité devrait être donnée à cette diminution profonde, rapide, et éventuellement à la suppression de la progressivité. Vous avez évoqué la flat tax à propos des revenus du capital, mais je pense que c'est tous les revenus qui sont concernés par ce problème. Tous les pays qui ont fait une réforme allant dans ce sens ont connu rapidement un retour de la croissance à des taux de croissance élevés. Et chose intéressante, on a constaté en général qu'au bout de très peu de temps, les recettes fiscales, au lieu de diminuer en dépit de la diminution des taux, augmentaient précisément parce que la prospérité s'était accrue. Donc ma question est très simple. Est-ce qu'en dépit du tabou qui règne en France en faveur de la progressivité, est-ce que vous êtes prêt à faire une réforme très profonde et très rapide de ce point de vue-là? Alors, réponse de François Fillon. La priorité que je me suis fixée, dans un délai extrêmement court, c'est-à-dire en gros au mois de juillet, c'est d'envoyer un signal extrêmement puissant aux investisseurs, à l'économie, aux entreprises, pour amorcer le retour de la confiance et de l'espoir. C'est la raison pour laquelle, moi, je propose, dans les 2 ou 3 premiers mois du quinquennat, de concentrer tout l'effort de réduction de fiscalité sur les entreprises, c'est-à-dire l'ISF, la fiscalité de l'investissement et la réduction de 60 milliards de ce que j'appelle les charges, qui sont souvent des impôts en réalité, des taxes indues qui ont été décidées par les gouvernements qui n'avaient plus le courage de réclamer aux contribuables des moyens pour financer une action publique qui était de plus en plus coûteuse et qui se sont tournés vers les entreprises pour le faire. Versement, transport, etc. On peut trouver d'innombrables impôts de ce type qui ont été mis en place. La réforme de l'impôt sur le revenu, moi je suis opposé à ceux qui proposent de baisser de 10%, de 5%, de 3% l'impôt sur le revenu. D'abord parce que je pense que ce n'est pas réaliste dans le timing qui est le nôtre, avec la dette qui est la nôtre, avec les contraintes qui sont les nôtres. Et deuxièmement parce que, et c'est là où je vous rejoins, il faut une réforme structurelle de la fiscalité des ménages. Et pas seulement une baisse de 10% d'un système fiscal qui repose sur une base qui est trop faible. Il n'y a pas assez de gens qui paient l'impôt sur le revenu et qui doit être repris de fond en comble. Donc oui, je veux une réforme complète de la fiscalité sur les ménages, qui prendra un tout petit peu plus de temps, qui doit conduire à un élargissement de la base et à une progressivité moindre. Je veux simplement faire remarquer, mais je fais attention parce que je suis en présence de grands experts, que quand même aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, on paie un impôt sur le revenu qui est loin d'être négligeable. La grande difficulté chez nous, c'est que nous, on paie l'impôt sur le revenu, on paie la CSG, on paie des impôts locaux de plus en plus élevés, et puis on a toute la fiscalité sur le capital qui est à un niveau exorbitant, puisque en gros, quand les Allemands sont à 30%, on est à 60 ou 70% au minimum, ce qui explique pour une large part notre perte de compétitivité. Je veux juste vous rappeler que nous avons quand même une menace de faillite, c'est le mot que j'ai employé déjà il y a quelque temps, qui continue à peser sur nous compte tenu de l'importance de notre endettement, et il faut que le quinquennat soit ordonné en matière de réforme. Ceux qui promettent de tout faire en même temps, moi je veux bien, je pense que ça se terminera de la manière suivante, il y aura une crise financière grave, et les mêmes viendront vous expliquer, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs, malheureusement je le reconnais, qu'il faut augmenter les impôts pour éviter la faillite. Merci pour cette Ce qui n'est pas ce que je pense. Merci pour cette réponse brève
Nous rattrapons le timing. Question suivante. Posée par M. Couturier. Oui, je représente l'association Liberté Sociale qui a fait une proposition de réforme de la protection sociale sur un modèle issu d'un benchmark international et sur un modèle adapté à la situation française. Vous en avez d'ailleurs été le destinataire, mais je pense que vos collaborateurs ont peut-être mis sur la pile le programme. Mais on pourra en discuter, Monsieur le Premier ministre, parce que la protection sociale française va mal. Le déficit cumulé est proche de 240 milliards d'euros et toutes les politiques de droite comme de gauche n'ont malheureusement pas permis, depuis les 30 dernières années, de réduire ce déficit sans cesse croissant. D'ailleurs, vous l'avez vu sous votre mandature, puisque les différentes politiques mises en place ont été dans le même sens. Alors, il y a un régime qui a été particulièrement pointé du doigt, c'est celui des travailleurs indépendants, le régime social des indépendants, en raison de ses nombreux dysfonctionnements. Et vous avez proposé de faire une réforme de ce RSI, finalement en intégrant la gestion qui est aujourd'hui confiée à l'URSSAF et qui ne fonctionne pas bien. Mais le problème, c'est qu'au-delà du problème de gestion, on a un vrai problème de fond, puisqu'il y a un nombre décroissant de gens qui cotisent à un système pour un nombre croissant de gens qui en sont bénéficiaires parce qu'ils ne travaillent plus ou qu'ils ne travaillent pas. Donc finalement, ce système n'est pas tenable à terme. Et nous proposons plutôt une autre option. Et vous avez parlé de liberté tout à l'heure, et je plus sois parce que c'est effectivement un programme de liberté que nous proposons. Alors, Monsieur le Premier ministre, plutôt qu'un cache-misère qui finalement ne viendra pas à bout d'un système qui, lui, est à bout de souffle, ne voulez-vous pas être le candidat d'une vraie réforme sociale, laquelle proposerait une libre assurance, d'abord des travailleurs indépendants, puisque c'est un groupe en souffrance, qui pourrait s'assurer librement auprès d'organismes en concurrence, avec un fonds de solidarité pour garantir l'accès social à tous les citoyens, et qui permettrait à terme probablement d'inverser la tendance. Ce nouveau système ne doit pas être un monopole pour remplacer le monopole, et nous voulons laisser le libre choix aux citoyens de choisir un système, le vôtre, modifié, amélioré, ou ce système qui pourra être expérimental, évalué au bout de quelques années et potentiellement ouvert à l'ensemble des citoyens. Alors je repose ma question, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le candidat à l'élection présidentielle, vous ne voulez-vous pas être le candidat de la nouvelle réforme sociale à la française? Réponse de François Fillon. Alors d'abord, avant d'envisager les réformes que vous venez d'évoquer, moi j'en propose deux immédiates, qui sont la dégressivité de l'assurance chômage et la réduction de la durée de l'assurance chômage, et la mise en place d'une allocation sociale unique. Vous allez me dire, c'est pas le même sujet. Si, c'est un peu le même sujet quand même, parce que vous avez évoqué le grand nombre de gens qui ne travaillent pas et le nombre de plus en plus faible de gens qui travaillent pour ceux qui ne travaillent pas. Il y a deux manières d'agir dans ce domaine. Il y a une manière qui s'appelle la liberté, la croissance, l'objectif de plein emploi. Et il y a une deuxième manière qui consiste aussi à agir sur des comportements sociaux qui sont guidés par des systèmes d'indemnisation, par une culture, par une organisation, et qui conduisent un très grand nombre de gens à faire le calcul que travailler dans un certain nombre de cas, c'est moins intéressant que de ne pas travailler. Bon, je sais que c'est choquant de dire que ce n'est pas politiquement correct, mais il se trouve que dans la préparation du projet qui est le mien, on a démontré qu'il y a beaucoup de situations où des personnes qui sont à des niveaux de salaire bas ont intérêt à être à temps partiel pour continuer à bénéficier d'un certain nombre d'avantages sociaux par rapport à celui qui est juste au SMIC et qui va se voir privé de ces avantages. Donc il faut faire exploser ce système. Et l'allocation sociale unique est la manière de le faire. Pourquoi? Parce que l'allocation sociale unique, ça veut dire qu'on fusionne toutes les allocations sociales en une seule. Il n'y a plus des allocations de logement d'un côté, du RSA de l'autre, ou je ne sais quoi. Il y a une allocation sociale unique. Elle est gérée par une seule structure, la plus décentralisée possible. Donc la personnalisation du système d'allocation est évidemment très facile à faire puisqu'il n'y a plus qu'un seul fichier, il n'y a plus qu'une seule allocation. Et évidemment, cette allocation, on peut la plafonner puisqu'il n'y en a plus qu'une. On peut la plafonner pour faire en sorte que les revenus du travail soient toujours supérieurs aux revenus de l'assistance. Ça, c'est deux réformes que je veux faire immédiatement. Après, la réforme plus structurelle de la protection sociale et des régimes de retraite, parce qu'il faudrait évoquer les régimes de retraite,
j'y suis favorable. Je pense simplement qu'elle ne se fera pas en 3 mois, qu'il faut avancer vers, dans l'immédiat, le sauvetage du système des indépendants qui est devenu insupportable. Donc on ne peut pas attendre de tout réformer en même temps. Il faut régler le problème des indépendants qui a été mal réglé. Ça veut dire retirer à l'URSSAF, etc., enfin, ce que vous avez vous-même évoqué. Mettre en place des systèmes concurrentiels, plus de privatisation, plus de gestion privée dans la gestion du système social et aller vers une réforme de structure du système social et des régimes de retraite. Et vous voyez bien que voilà, 5 ans c'est court, il faut dans les 3 ou 4 premiers mois débloquer le système. Et il faut choisir, et moi je suis ouvert au débat avec vous, mais il faut choisir les 6 ou 7 priorités sur lesquelles on va tout faire peser pour débloquer le système. Et éviter de se retrouver dans une situation où, parce qu'on veut tout faire en même temps, on bloque tout. Merci, Monsieur le Premier ministre. Eudes Beaufreton, de Contribuables Associés, posera la question suivante. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, vous connaissez le travail de Contribuables Associés qui milite depuis 25 ans pour une réduction massive des dépenses publiques. Dans votre programme pour l'élection présidentielle, vous proposez une diminution des dépenses publiques de 110 milliards d'euros en 5 ans, soit environ 5% du PIB. Pour être à égalité avec l'Allemagne et ainsi permettre à nos entreprises françaises d'avoir le même niveau de charge que leurs principales concurrentes, il faudrait baisser les dépenses publiques de 13,3% du PIB. C'est ce qu'a fait la Suède en 5 ans entre 1993 et 1998. C'est donc possible. En particulier, en France, nous avons 1 600 000 fonctionnaires de plus que l'Allemagne, à population égale. En gelant les embauches dans la fonction publique, qui sont de 400 000 par an, nous pourrions rattraper l'Allemagne en seulement 4 ans. Pourquoi vous limitez-vous à une baisse de 600 000 fonctionnaires en 5 ans, au lieu d'1 600 000 comme précédemment exposé, et ainsi relancer l'économie française et les emplois marchands? Merci. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en venant ici, ça me rassure parce que mes concurrents disent que mon programme est inapplicable par sa violence et sa radicalité. Donc, pourquoi j'ai proposé de supprimer entre 500 et 600 000 emplois dans les 3 fonctions publiques en 5 ans? En faisant un raisonnement très simple. Le passage de 35 à 39 heures représente l'équivalent de 600 000 emplois. Ce qui veut dire une chose d'ailleurs. Ça veut dire que quand on est passé à 35 heures, eh bien, on a créé globalement 500 à 600 000 emplois publics supplémentaires, ce qui est un point à rappeler en permanence à tous ceux qui nous expliquent que les 35 heures ont été extrêmement bénéfiques pour le pays. Mon calcul est faux en réalité, parce qu'il y a dans plusieurs secteurs des fonctions publiques des endroits où on ne travaille pas 35 heures mais 32. Donc en fait, le gain théorique est plus important que 600 000 emplois. En même temps, je ne suis pas complètement naïf, je sais bien qu'il faudra, pour passer à 39 heures, permettre à un certain nombre de modifications dans l'organisation de la fonction publique et en particulier donner des perspectives d'avenir aux fonctionnaires. On ne peut pas continuer à avoir un système dans lequel on a le plus grand nombre d'emplois publics de tous les pays européens, mais en même temps, on les paye de moins en moins bien et on leur donne de moins en moins de perspectives d'avenir. Ce qui nous fait entrer dans une spirale infernale avec, au fond, une fonction publique très nombreuse, en même temps qui n'est pas heureuse de son sort et qui est de plus en plus détachée, me semble-t-il, de l'objectif de sa mission, qui est de venir en aide aux Français et pas de leur rendre la vie plus compliquée. La deuxième raison qui m'a fait choisir ce chiffre de 5 à 600 000, c'est que c'est grosso modo ce qu'ont fait nos amis anglais dans la même période, et c'est ce qu'ont fait les Allemands, toute proportion gardée, parce que je reconnais qu'ils ont moins de fonctionnaires au départ que nous. Ça demande déjà de ne pas se contenter de ne pas remplacer les personnes qui partent à la retraite, comme ce qu'on avait fait avec Nicolas Sarkozy dans le quinquennat précédent, mais ça suppose d'aller plus loin, de supprimer un certain nombre de services, de mettre en place des incitations au départ, et évidemment d'étendre aux 3 fonctions publiques, et pas seulement à la fonction publique d'État,
l'obligation de diminution des emplois publics. J'ai beaucoup travaillé, et beaucoup dialogué avec Jean Chrétien, l'ancien Premier ministre canadien, qui avait eu la lourde tâche de redresser les finances du Canada dans un délai très court, et il m'avait expliqué qu'il avait mis beaucoup d'argent pour permettre à des personnes du secteur public de partir vers d'autres activités. Enfin, il avait organisé au fond des plans de départ, avec beaucoup d'argent. Et donc je lui avais posé la question, mais alors à quoi ça, où est l'économie? Et il m'avait répondu, un fonctionnaire qui travaille, ça coûte plus cher qu'un fonctionnaire qui ne travaille pas. Autrement dit, il y a des... Non mais, qu'on ne se méprenne pas, il y a des coûts qui sont liés au fonctionnement d'une structure, et qui sont doubles, qui sont des coûts généraux, et puis qui sont des coûts en termes de complexité. Et j'en viens là, parce que pour moi c'est un aspect absolument fondamental. Il faut réduire la complexité qui enferme la société française et qui empêche en particulier l'innovation, enfin ce cri du cœur que j'évoquais tout à l'heure. Ceux qui vous promettent qu'ils vont réduire la complexité en nommant des commissions qui vont réécrire des textes pour qu'ils soient plus simples qu'avant, ne les écoutez pas, ne les croyez pas, ça ne s'est jamais produit, ça n'arrivera jamais. On est dans une société de plus en plus complexe, où il y a de plus en plus d'ailleurs d'expressions de groupes de pression divers et qui ont tous leur justification. Et donc quand on prend un texte pour le simplifier, vous avez tout de suite des gens qui vous disent « Mais attendez, dans ce texte qui a été écrit il y a 10 ans, on n'a pas prévu telle et telle situation. » Et en fait, on sort avec des textes qui sont plus compliqués. Donc moi, je ne crois qu'à une seule mesure vraiment efficace à court terme en matière de simplification, c'est la diminution du nombre de personnes qui émettent des normes et la diminution du nombre de personnes qui contrôlent. Et en plus, c'est parfaitement compatible avec les progrès du numérique. Plus on va numériser la société, plus on va organiser l'administration sans papier, moins on a besoin de contrôleurs. J'étais il y a quelques jours dans une exploitation agricole où l'agriculteur m'expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi il doit déclarer tous ses animaux sur Internet, par Internet, quoi. À chaque fois qu'il y a une naissance, il déclare l'animal, ses caractéristiques, etc. Donc l'administration a un fichier parfaitement à jour de son troupeau. Et puis ensuite, il reçoit la visite tout d'un coup de 2 contrôleurs qui passent une journée entière chez lui pour vérifier que dans ses cahiers, c'est bien écrit à la main que tel animal est né à tel moment. Et il me dit, il y a déjà un fichier informatique, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Voilà. Ça a l'air anecdotique, mais c'est ça tous les jours, et c'est comme ça, à mon sens, qu'on peut simplifier les choses. Merci. Jean-Philippe Delsol, de l'IREF, va poser la question suivante, qui sera brève comme d'habitude. Monsieur le Premier ministre et monsieur le candidat, vous avez dit liberté. Bien sûr, nous aussi. L'IREF est toujours soucieux plutôt de fiscalité, mais aussi de liberté d'une manière beaucoup plus large, comme vous-même l'avez suggéré. Et en accord avec toutes nos associations, je crois qu'important de vous poser une question sur l'école. Vous parlez d'ailleurs de l'école à réformer dans votre livre « Faire ». Réformer l'école publique, une école qui n'intègre plus ou mal, une école qui produit, dit-on, 140 000 illettrés par an. Mais croyez-vous que nous réussirons à réformer une énième réforme de plus, l'école publique, si nous ne la mettons pas en concurrence? Et c'est là ma question. Car d'autres écoles entièrement privées, par exemple, Espérance banlieue pour n'en citer qu'une parmi d'autres, réussissent fort bien dans les quartiers les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'elles ont imaginé autre chose que l'école publique ne permet pas. Les écoles qu'on dit privées, c'est-à-dire les écoles sous contrat, elles-mêmes refusent beaucoup de demandes parce qu'elles sont bridées par des quotas. Donc ne faut-il pas permettre la création de nouvelles écoles? Je ne vais pas dire libres, car le mot est déjà d'une certaine manière galvaudé, indépendantes, qui pourraient être libres, elles, de leur programme, leur méthode, leur enseignement, le recrutement de leurs enseignants. Ça existe à l'étranger. Les académies, les free schools, les charter schools aux États-Unis, et ça marche très bien.
remarquablement. Bien entendu, pour que ces écoles soient indépendantes, il faudrait que parallèlement soit donnée aux parents la liberté de choisir. C'est le chèque éducation ou le bon scolaire. Ces réformes ont donné aussi dans d'autres pays, j'ai cité les États-Unis et l'Angleterre, mais je citerai maintenant les Pays-Bas, la Suède et bien d'autres, des résultats remarquables. Pourquoi pas chez nous? Merci, François Fillon. Donc, réforme du système scolaire en 5 minutes, c'est ça? Et pas plus. D'abord, la première chose, c'est que je veux réformer l'école publique d'une manière différente de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. On a toujours essayé de la réformer par le haut, c'est-à-dire on a toujours essayé de réorganiser l'école publique avec des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Et ça a toujours échoué. Et donc je pense qu'il faut faire les choses complètement différemment et qu'il faut prendre le problème par le bas, en donnant beaucoup d'autonomie aux établissements scolaires, y compris aux établissements scolaires publics. Ce que j'appelle de l'autonomie, c'est quoi? C'est un directeur qui a des vrais pouvoirs, c'est-à-dire qui a des pouvoirs hiérarchiques sur l'ensemble de son personnel, qui a le pouvoir de choisir une partie de ses équipes pédagogiques pour adapter sa pédagogie aux situations auxquelles il doit faire face, et qui a une liberté d'appréciation suffisante dans la mise en œuvre de ses programmes et de son organisation. Ça vous dit peut-être quelque chose. En gros, c'est le modèle des écoles privées. Dans une école privée classique dans notre pays, le directeur a des pouvoirs. Et il a une vraie autorité sur son équipe. Et du coup, d'ailleurs, se crée une communauté éducative qui est beaucoup plus solidaire. Et où il y a une participation beaucoup plus grande des acteurs à la vie de l'établissement. Je ne sais pas si je peux dire ça, je vais encore me mettre en situation difficile, mais quand j'étais président de région, j'avais l'habitude de dire quelle est la différence entre un établissement privé et un établissement public. Pour un président de région, c'est simple, vous construisez un nouveau lycée. Ça coûte une fortune. Le jour de l'inauguration, il y a une manif. Parce que la couleur du lycée n'est pas celle que voulait je ne sais quel syndicat, la tisanerie est trop petite, on a oublié une salle de sport ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas le droit d'aider les établissements privés. Enfin, pas Charles Millon qui me démentira, il y a des moyens pour essayer de leur donner un petit coup de main, quoi. Et donc, vous donnez un petit coup de main à un établissement privé et vous êtes invité à l'inauguration. Une inauguration où les parents ont pris les pots de peinture et où ils ont repeint eux-mêmes les salles de classe. Et vous êtes accueillis comme le Messie parce que vous leur avez donné un petit peu d'argent pour les aider. Bon, c'est quand même un état d'esprit, quoi. C'est quand même un climat. Il y a un problème de structure dans le système public qui fait que ce système cloisonné où tout le monde doit faire la même chose, où le système est très otage des syndicats, fonctionne extraordinairement mal. Donc d'abord, il faut donner de l'autonomie aux établissements publics. Je ne dis pas que ça donnera des résultats immédiats, mais c'est fondamental. Deuxièmement, il faut réautoriser la création d'établissements privés. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai encore dit à la Baule dimanche. La création d'établissements privés en France est contingentée par accord tacite depuis Michel Rocard. 80% pour le public, 20% pour le privé. Et cet accord qui n'a jamais été écrit a toujours été respecté, plus ou moins, par les gouvernements. Il faut faire sauter ça. Et il faut rendre possible la création d'établissements privés, sous contrat ou pas sous contrat, il faut que les deux puissent vivre, avec une condition simplement que je mets, c'est que ces établissements, et vous comprendrez ce que je veux dire, soient compatibles avec les valeurs qui sont les nôtres. Merci. La question suivante sera posée par l'Union nationale des propriétaires d'immobilier. Je ne sais pas si c'est Pierre Otus ou Daniel Riguet, mais je vous laisse la parole. Bonsoir. Alors, Monsieur le Premier ministre, dans vos 7 propositions pour une politique du logement plus juste et plus efficace, vous développez l'idée d'un bail homologué à côté du bail traditionnel et libéré d'un certain nombre de contraintes. Ce bail homologué accorde un avantage fiscal proportionnel à l'effort du bailleur sur le prix du loyer. Vous proposez aussi d'accélérer les procédures d'expulsion quand le loyer n'est pas payé, en contrepartie de la limitation des garanties qui sont trop contraignantes pour le locataire.
est-ce la fin de la trêve hivernale? Comment financerez-vous ce bonus à la location sociale? Et enfin, ce bonus social est-il le pendant d'un malus pour les loyers trop élevés des zones tendues, en remplacement de l'encadrement des loyers qui a été mis en place dans un certain nombre, enfin à Paris et autour de Paris et bientôt dans d'autres villes en France? Et souhaitez-vous effectivement supprimer cet encadrement des loyers? Mais je crois que la réponse est oui. Merci. Non seulement je souhaite supprimer l'encadrement des loyers, mais il est hors de question pour moi de mettre des bonus et des malus. C'est-à-dire avec moins... Il y a beaucoup trop d'interventions, il y a beaucoup trop d'argent public dans le système du logement en France. C'est ce que j'ai essayé de démontrer lorsque j'ai fait mes propositions sur le logement il y a déjà des mois et des mois, et qui ont été préparées en collaboration vraiment très étroite avec les professionnels. On est le pays en Europe qui consacre le plus d'argent public au logement, et on est, Angleterre mis à part, le pays quasiment où les loyers sont les plus chers et où le coût du logement est le plus élevé. Donc est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Voilà, c'est ce que je pense. C'est qu'en réalité, plus on administre, plus on subventionne, plus on déresponsabilise, plus on met des contraintes environnementales dans tous les sens et des normes qui souvent augmentent de façon excessive le coût du logement, et on arrive au résultat inverse de celui qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on a un logement qui est trop coûteux. Je me suis attiré beaucoup de critiques en disant, par exemple, que sur l'accessibilité, bien sûr qu'il faut que les logements soient accessibles, mais on n'est pas obligé, lorsqu'on construit un immeuble, de rendre tous les logements accessibles. Parce qu'en voulant rendre tous les logements accessibles aux personnes handicapées sur un immeuble de 5 étages, eh bien, on augmente des coûts sans résultat, puisque naturellement la demande n'existe pas. On augmente les coûts de manière tellement importante qu'il y a des Français qui ne peuvent pas se loger. Donc il faut trouver un compromis. Et ce compromis, il doit pouvoir être trouvé avec du bon sens sur le terrain, par du dialogue et pas par des normes qui tombent d'en haut et qui s'imposent à tout le monde. Donc moi, mon idée, par exemple, du bail en ligne, c'est un minimum d'intervention publique et c'est un dispositif qui se régule lui-même, qui se régule avec les professionnels, que les professionnels gèrent. Et c'est certainement pas un système de bonus-malus. Alors, il y a un point sur lequel je ne peux pas vous répondre positivement. Est-ce qu'il faut supprimer la trêve hivernale? Il faut commencer par construire des logements. Et pour commencer par construire des logements, il faut baisser le coût de la construction. Et pour baisser le coût de la construction, tous les professionnels que j'ai rencontrés m'ont dit on est capable de baisser le coût de la construction. Sans faire n'importe quoi, sans faire des choses qui soient contraires, ni en matière d'énergie, ni en matière d'environnement, mais simplement en étant plus pragmatique et plus raisonnable sur les normes. L'exemple allemand, de ce point de vue-là, est très important pour moi, et j'essaye de le mettre en permanence en avant dans le débat avec nos concitoyens, qui se méfient toujours un peu des réformes. Le coût du logement en Allemagne est pratiquement 20% moins élevé qu'en France. Donc ça veut dire qu'un salarié allemand, à salaire égal avec un Français, il paie moins de charges sociales, donc il a déjà un pouvoir d'achat plus élevé, et il paie quasiment son logement 20% moins cher. Vous voyez la différence? C'est considérable. Et ce n'est pas parce qu'on a, comment dirais-je, un marché du logement qui serait mal géré par des professionnels qui ne seraient pas compétents, c'est parce que son encadrement, les normes, la loi SRU, l'importance du logement social qui est devenue trop importante par rapport au marché lui-même, au moins en tout cas dans certaines agglomérations, pèse, comme tous les systèmes bureaucratiques, comme tous les systèmes administrés, sur les prix et les augmente. Merci bien. Alors, la question, ou même les questions suivantes, il y en a deux, si j'ai bien compris, vont être posées par Christophe Selzer de Students for Liberty. Je précise, avant que vous n'entendiez cette question un peu iconoclaste, attention, que nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous sur tout. Et ça donc, me rassure. Vous allez entendre une question sur laquelle on n'est pas d'accord. Mais donc, à vous pour la réponse. Christophe, à toi la parole. Merci. Alors, je vais poser effectivement deux questions au camarade François ce soir. Au sein de Students for Liberty et aussi de Think Libéral Sciences Po, pour lequel je pose la question, le libéralisme n'est pas seulement quelque chose d'économique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez. Pour nous, je vois tout de suite où on va aller.
Pour nous, c'est une vision du pouvoir politique. Je ne rentre même pas dans les multiples querelles de chapelle qu'on peut nous-mêmes avoir. Le pouvoir le plus restreint possible, le plus local. Il implique donc un retrait des pouvoirs publics ou des institutions publiques de la vie économique, ainsi que des choix de vie des individus. Alors j'aurais aimé, sur la partie économique, vous poser des questions sur la pédagogie, j'allais dire, parce que je trouve dommage du point de vue d'un certain nombre de thématiques, de choses que vous avancez, que ce soit noyé dans des termes un peu anciens quand on parle du monde de l'entreprise, de la dichotomie public-privé, de privatisation. C'est des termes qui sont repoussoirs pour des gens qui peut-être pourraient tout à fait comprendre vos programmes. Et là, on peut s'inspirer de choses qui sont justement dans les startups, dans les associations, c'est-à-dire des vraies alternatives, parfois de gauche, parfois sans argent public. Mais je vais revenir aux questions civiles. 60 secondes, hein, voilà, questions civiles, ben, j'ai 2 en 1. Sur les questions civiles, puisque peu le font ici, d'une part, on ne comprend pas pourquoi définir dans la loi la notion de mariage. On pourrait tout à fait laisser les unions de vie ou sexuelles des individus libres. Et d'autre part, question sur les drogues, alors un petit peu plus documentée. Depuis 1971, date à laquelle Richard Nixon a, dans le contexte de la guerre du Vietnam, déclaré la guerre à la drogue, des centaines de milliards de dollars y ont été engloutis sans succès. Ces dernières années, plusieurs dizaines de pays et de nombreux États américains ont assoupli leur législation. Les 15-24 ans ayant consommé du hashish les mois derniers sont de 13% en France, contre seulement 5% aux Pays-Bas. C'est pourtant 500 millions d'euros qui sont dépensés par la police française dans le maintien de cette prohibition qui entretient une économie parallèle dans les cités dortoirs, tout un écosystème criminel avec ses règlements de compte, comme on peut le voir à Marseille, voire jusqu'au financement du terrorisme. N'est-il pas temps à notre tour de devenir raisonnable et d'en finir avec l'hypocrisie, ou est-ce par pur électoralisme, peut-être dommageable, envers votre public conservateur, que vous maintenez ces politiques répressives qui profitent aux gangs les plus armés? Ou alors, effectivement, est-ce que vous êtes un vrai anarchiste et vous trouvez ça très bien que ça se régule tout seul dans un petit monde à côté de l'État? Voilà la question. Bon. Monsieur François Fillon va vous répondre. Bon, ma réponse sur la libération de la consommation de stupéfiants ne vous surprendra pas, je suis contre. Je m'appuie sur les études de santé qui sont nombreuses sur ce sujet. Je reconnais que le débat existe, que les arguments que vous mettez en avant ne sont pas des arguments qu'on peut balayer d'un revers de main, en particulier sur les conséquences de la prohibition. Mais en face de ces arguments-là, il y a la force du message de la libération de la consommation de cannabis en particulier, qui ne me paraît pas être souhaitable. J'imagine que cette réponse ne vous satisfera pas, mais je vous la fais et c'est la mienne. Mais je voudrais quand même aller un petit peu dans votre sens, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est très très important, et qui souvent, d'ailleurs, dans le débat politique, me distingue d'autres candidats. Je pense que le rôle du pouvoir, du président de la République, de l'État, c'est pas de fixer à l'ensemble des Français un modèle de vie et de société. On entend souvent ce discours, faites-nous rêver, on veut un président de la République qui nous explique comment on doit vivre, qui fixe... Non, le pouvoir de l'État, il doit s'arrêter à la porte de la sphère privée, il doit s'arrêter à la porte de la famille. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant une réaction aussi violente et aussi massive lorsque le ministre de l'Éducation nationale avait voulu, ou en tout cas lorsqu'on était entré dans ce débat sur la théorie du genre? Honnêtement, ces socialistes ont tous les défauts, mais je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment voulu aller aussi loin que ce qu'on leur a prêté. Mais pourquoi il y a eu cette réaction de la société? Parce que les Français ont dit ça suffit, stop. Vous voulez nous imposer un modèle d'éducation, un modèle de société, un modèle d'organisation, ce n'est pas votre rôle. On est des individus, on s'est battus, et je pense que c'est la force de la civilisation européenne pour la liberté et pour la liberté de la personne, pour le respect de la personne humaine. Chaque personne est différente et chaque personne a le droit d'organiser sa vie comme elle l'entend, dans un minimum de contraintes pour que la vie en société soit possible, mais je dis bien un minimum. Or, beaucoup d'hommes et de femmes à gauche, mais aussi à droite, voudraient en réalité imposer à l'ensemble de la société française leur modèle de vie, leur organisation, leurs repères en matière morale.
ça n'est pas, de mon point de vue, le rôle de l'État. Et l'État et le président de la République doivent mettre en place les moyens permettant aux citoyens d'aller au bout de leurs projets, d'aller au bout de leurs rêves, de s'émanciper, d'aller vers leur avenir, mais en aucun cas de leur dicter leur conduite. Et je trouve que dans le débat politique, il faudrait que cette question soit plus présente. Quand vous écoutez certains candidats de droite, pas forcément à l'élection présidentielle, mais des hommes et des femmes de droite, qui sont mes amis, que j'aime bien, quand vous les entendez décrire le monde dans lequel ils voudraient que vous viviez, vous avez l'impression que ça devient presque un monde carcéral. Il y a des limites, il y a des libertés, il y a une spécificité de la civilisation européenne. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que moi je me sens profondément attaché à cette civilisation européenne? C'est parce que je pense que c'est celle qui est allée le plus loin dans la défense de la personne humaine, dans la défense de la liberté et dans le respect de la personne humaine. Merci. Alors, je passe la parole au cercle droit et liberté pour la question suivante sur la liberté d'expression, je crois. Tout à fait. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous poser une question justement qui nous tient particulièrement à cœur au cercle droit et liberté sur la liberté d'expression, parce que c'est un sujet très important en France et pourtant qui est complètement éludé par la classe politique. En effet, depuis les lois Pleven, puis Guesso, on assiste en France à une véritable judiciarisation du débat public. En se fondant sur des textes de loi vagues, le juge a désormais le pouvoir de fixer la liberté d'expression. Ce n'est donc pas un hasard de voir la France parmi les pays les plus condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme dans ce domaine, alors même qu'il s'agit d'un des fondements essentiels d'une société démocratique, d'une condition primordiale de son progrès et de l'épanouissement de chacun, selon le fameux arrêt Handyside de 1976 de la Cour européenne des droits de l'homme. En outre, vous en conviendrez sans doute avec nous que pour redresser un pays, il faut pouvoir poser les vraies questions, sans risquer un procès, et pouvoir confronter des idées, même si certaines d'entre elles heurtent, ou choquent, ou inquiètent, et que l'on combat même mieux certaines idées par la liberté que par la contrainte. Or, ce n'est actuellement plus possible en France sans risquer d'être poursuivi par le parquet ou par une multitude d'associations communautaires. D'ailleurs, quel homme politique, journaliste, leader d'opinion n'a pas eu son procès devant le tribunal correctionnel pour répondre de ses propos? Notre question sera donc la suivante. Faut-il, selon vous, abroger les lois Pleven et Guesso et revenir à une conception plus libérale de la liberté d'expression? Ou, tout du moins, retirer aux associations communautaristes, le droit d'agir devant les tribunaux au nom d'un prétendu intérêt collectif? Je vous remercie. François Fillon donne sa réponse. D'abord, j'ai toujours été hostile à tout ce qu'on appelle les lois mémorielles, qui sont souvent la base des actions que vous évoquez. Même si une bonne partie de la société française les réclame. Je ne sais pas si elle est majoritaire, j'en sais rien. Mais souvent, à la faveur d'un événement, il y a une espèce d'émotion qui crée une demande dont les gouvernants doivent se méfier parce que, d'ailleurs c'est un point sur lequel je veux aussi beaucoup insister, c'est que je pense que le pouvoir doit prendre beaucoup plus de distance avec l'actualité, avec ces réactions émotionnelles qui sont devenues la règle dans notre société depuis quelques années. J'ai dit récemment qu'on avait un président de la République de faits divers qui s'exprimait à tort et à travers sur tous les sujets. Je pense que c'est une dérive d'abord de nos institutions, c'est une dérive du fonctionnement de nos institutions par rapport à la conception qui avait été celle des fondateurs de la Ve République, de l'institution présidentielle. Mais je pense aussi que ça se traduit par un abaissement du pouvoir, des institutions, de ceux qui les représentent. Et puis ça se traduit surtout par des décisions stupides, parce que ce sont des décisions qui ne sont pas réfléchies, qui sont prises dans l'urgence, et en particulier face à la lutte contre ce que j'appelle moi le totalitarisme islamique plutôt que le terrorisme, parce que le terrorisme c'est un peu général et un peu vague par rapport à la menace qui pèse sur nous.
les émotions et la multitude d'annonces, de textes et de réformes qui, en général, d'ailleurs, ne voient jamais le jour, contribuent à notre affaiblissement. Et là où le pouvoir devrait faire preuve de fermeté, de distance, de hauteur de vue et imposer l'application stricte des lois qui sont déjà extrêmement nombreuses dans notre pays pour lutter contre ces dangers-là, on a des débats politiques qui n'intéressent d'ailleurs finalement que le milieu politique et le milieu médiatique, mais qui ne débouchent sur aucun résultat. Exemple, la fameuse controverse sur la révision constitutionnelle pour instaurer la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité existe dans le droit français, et elle existe dans le droit français depuis toujours. Pourquoi faut-il l'introduire dans la Constitution? Pour une seule raison, c'est que ça permet pendant 3 mois de faire croire qu'on agit contre le terrorisme, alors qu'en réalité, on n'agit pas. Donc je voudrais que l'exercice du pouvoir soit plus distancié par rapport aux événements. Est-ce qu'il faut supprimer toutes les lois qui... bon, je pense qu'il y en a 2 dont je ne vous dirai pas que je souhaite les supprimer. Il y a celle qui autour du génocide juif, autour de la Shoah. Et il y a aujourd'hui une question qui se pose par rapport à tous ceux qui, dans les villes et les quartiers de la République, appellent en permanence à la destruction de notre modèle social, de notre société, pour y imposer un modèle intégriste musulman, puisque c'est la question qui est posée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se priver de tout moyen d'action contre ceux qui prêchent, contre ceux qui appellent au meurtre de ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions qu'eux? Je ne le crois pas, en tout cas pas aujourd'hui. Merci pour la réponse. Libéraux.org a une question. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Fillon. Donc, je vais terminer avec juste la moyenne, je sens ça. Hein. Donc Libéraux.org est une association qui promeut les idées libérales sur Internet, notamment grâce à un journal que certains d'entre vous peuvent lire, qui est contrepoint.org. Le libéralisme, c'est avant tout, pour nous, le recentrage d'un État sur ses missions régaliennes. Justement, vous en parlez dans votre programme, 5 engagements pour redresser les finances publiques et libérer la croissance. Vous expliquez la nécessité de recentrer l'État sur ses missions cœur qui ne peuvent être effectuées par la société civile ou par l'action privée. Donc, selon vous, Monsieur Fillon, quelles missions de service public sont aujourd'hui indispensables et non substituables? C'est simple. En fait, c'est assez simple parce que c'est comme ça depuis le début de l'histoire du monde. On a besoin d'une armée pour nous défendre. Et je ne crois pas à la privatisation de la défense. On peut privatiser des services, on peut privatiser des soutiens, mais je pense que quand il s'agit de se faire tuer, ça ne peut pas se faire simplement dans une logique de marchande. On a besoin de forces de l'ordre, de forces de sécurité, de police et de gendarmerie. On a besoin d'une justice. L'arbitrage, c'est privé. Oui, mais enfin, moi je pense qu'on a besoin d'une justice plus efficace que celle que nous avons aujourd'hui, avec plus de magistrats et avec des magistrats qui soient mieux formés et qui ne soient pas forcément formés tous au même endroit, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais après, tout le reste, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Par exemple, je pense qu'on peut très bien recruter dans nos administrations de plus en plus de personnes sous contrat, qui ne soient pas sous statut, et mixer ces personnels, et on verra que tout le monde a à y gagner, les personnels eux-mêmes, dans beaucoup de cas. Et moi, j'ai une expérience, parce qu'après tout, il faut aussi de temps en temps parler de ce qu'on a fait, mais j'ai eu la charge de privatiser France Télécom il y a très longtemps, en 1995. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'était un truc facile et qui ne posait aucun problème. En réalité, il y avait 150 000 fonctionnaires arc-boutés sur leur statut, des organisations syndicales extrêmement violentes qui ne voulaient pas en entendre parler, et un parti socialiste déchaîné
pendant des semaines et des semaines au Parlement pour empêcher la privatisation de France Télécom. Il y avait d'ailleurs une dame qui menait le combat contre moi au Parlement. Je ne vais pas vous donner son nom par charité chrétienne, mais je vous dirai simplement qu'elle a été candidate à l'élection présidentielle. Et elle me poursuivait dans l'hémicycle jour et nuit, parce que c'est souvent la nuit que ça se passe à l'Assemblée nationale, en m'accusant de deux terribles. Le premier, c'est qu'à cause de ma loi, les personnes âgées n'auraient plus le téléphone. Voilà, donc je vous pose la question, est-ce que vous avez encore le téléphone? Et la... Non mais, pardon. Mais je vois mal. Et la deuxième, je fais partie de la catégorie, hein, voilà. Et la deuxième question qu'elle me posait, la deuxième critique, c'était « Avec votre loi, il n'y aura plus de cabine téléphonique dans les villages ». Alors elle avait raison d'une certaine manière, mais pas pour les raisons qu'elle était. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on a privatisé France Télécom. Personne n'imaginerait aujourd'hui, je ne pense même pas que M. Besancenot proposerait de revenir au monopole des télécoms, et on a gelé le statut et on a recruté tous les nouveaux salariés avec des contrats de droit privé. Et aujourd'hui, cette question est une question qui est derrière nous. Alors ça a pris un peu de temps, je le reconnais. Il y a sûrement parmi vous des gens qui aimeraient que ça aille plus vite, mais je pense que c'est une bonne méthode et que cette méthode, il faut l'employer partout. Il faut l'employer dans les collectivités locales. Il y a beaucoup de métiers dans les collectivités locales qui ne nécessitent pas de statut. Si on veut que les collectivités locales, dont on n'a pas parlé encore, réduisent leurs dépenses, ce qui est absolument fondamental. Il faut parler de leur organisation et de leur structure, mais il faut aussi leur donner des libertés. Dans beaucoup de cas, les coûts sont liés aux contraintes de normes, aux contraintes de sécurité ou aux contraintes de statut. Si vous voulez réduire vos effectifs dans une collectivité locale parce que vous estimez que c'est absolument nécessaire pour réduire votre dépense, vous allez être obligé de le faire à un rythme tellement lent compte tenu du statut que c'est tout à fait décourageant. Donc il faut permettre le recrutement de salariés de droit privé, avec des contrats de droit privé, dans tous les services qui ne sont pas ceux que j'ai cités. Sans statut. Oui. Alors nous avons peut-être, puisque vous devez nous quitter bientôt, et peut-être dans la salle Jacques Garello, je crois. Il est parti. Très bien. Dommage, je pensais qu'il avait une question à poser. Bien. Alors peut-être une dernière question. On ne pourra pas, si vous avez des questions dans la salle à poser, je ne pense pas qu'on pourra beaucoup en écouter, mais peut-être une au moins. Car nous sommes limités par l'horaire. Eh oui. La contrainte du temps a toujours existé pour tout le monde. Alors, posez votre question. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, je crois en votre volonté de réformer le pays et le souhaite vivement. Mais, à l'expérience de ce qu'on a vécu au printemps et cet été, que feriez-vous face à monsieur Hernandez, ou Fernandez, je ne sais pas exactement son nom, qui bloque la France entière? Alors ça, c'est vraiment une question très très importante et j'attendais avec impatience que vous me la posiez parce que le projet, c'est fondamental. Il ne peut pas être exactement celui que vous souhaitez sur tous les sujets, mais après vous aurez un benchmarking à faire entre les candidats pour voir celui qui va le plus loin par rapport à vos aspirations et à vos convictions et à vos engagements. Mais la question de la méthode de mise en œuvre, elle est aussi importante que la question du projet. La première condition pour réussir, c'est la précision du projet. C'est absolument fondamental qu'on connaisse suffisamment à l'avance, c'est-à-dire maintenant, à l'occasion des campagnes qui commencent, qu'on connaisse les projets dans leurs détails et qu'il n'y ait pas de flou, comme avait dit Madame Aubry à propos de M. Hollande, dans ces projets. Or, dans les projets des responsables, des hommes politiques, il y a souvent du flou. Il y a souvent des formules qui sont des formules qui ont l'apparence de la précision, mais qui en fait comportent des issues de secours, qui permettent le moment venu de prendre la tangente et de ne pas faire les réformes.
Voilà, vous entendrez souvent dans le débat politique des responsables politiques vous dire il faudrait probablement faire ça, on pourrait, etc. Non, non, il faut que ça soit extrêmement précis. Il faut que les responsables publics, compte tenu de la gravité de la situation, soient le dos au mur et qu'ils soient obligés de mettre en œuvre les réformes sur lesquelles ils se sont engagés. Ça veut dire calendrier, réforme, financement, etc. Dans quelques jours, je présenterai à la presse de manière extrêmement précise le financement de mon projet. La deuxième condition, c'est que comme il faut aller vite, pour des raisons qui tiennent à notre histoire, qui tiennent au fait qu'il y a urgence, que le pays est dans une sale situation, qu'il faut redonner de l'espoir très vite, donc il faut agir très vite. Et on a un calendrier politique qui est épouvantable parce que on a une élection présidentielle en mai, une élection législative en juin, et ensuite c'est les vacances. C'est lié à un événement qui était la mort de Georges Pompidou, qui a décalé le calendrier. Il faudrait sans doute changer ce calendrier, mais je ne peux pas vous le proposer aujourd'hui, d'abord parce que j'en ai pas le pouvoir, et puis parce que ça supposerait soit que François Hollande allonge son mandat, ce qui ne va pas vous satisfaire, soit qu'il le raccourcisse. Donc, oui, mais ça c'est lui qui ne voudra pas. Donc, il faut faire avec le calendrier tel qu'il est. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir faire travailler le Parlement à grande vitesse pendant le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre sans aucune interruption. Et pour le faire, il faut une équipe gouvernementale qui soit prête avant. Comment voulez-vous qu'une équipe gouvernementale qui arrive avec des ministres qui ne savent pas la veille quelle va être leur responsabilité, qui parfois sont choisis d'ailleurs en dépit du bon sens par rapport à leurs compétences, puisse le 1er juillet appuyer sur le bouton des réformes, surtout quand c'est des réformes extrêmement difficiles? Il faut qu'ils arrivent prêts, avec une équipe, des textes qui soient déjà rédigés. Je vous parlais du Code du travail tout à l'heure. Nous, on est au travail pour le rédiger, ce projet de Code du travail. Donc ça suppose une équipe gouvernementale extrêmement restreinte. J'ai dit 15 ministres, maximum, pas de plus. Pas de secrétaire d'État, pas de responsabilité fantaisiste, et des ministres qui aient une caractéristique très originale, qui soient compétents. Ça, c'est pas gentil. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des ministres qui soient, par rapport à une situation qui est difficile, qui soient des poids lourds. Bon. Alors qu'est-ce que c'est que des poids lourds? C'est pas forcément que des gens ayant une très très longue expérience. Mais enfin, s'agissant des responsables politiques, il faut quand même mieux qu'ils aient un peu d'expérience. Et ça ne peut pas être que des responsables politiques, parce qu'on ne trouve pas toutes les compétences chez les responsables politiques aujourd'hui. Et donc, il faut que ce gouvernement soit ouvert à un certain nombre de personnalités de la société civile, mais pas pour faire du casting, pas pour faire bien, pas pour avoir telle ou telle vedette qui va améliorer l'image globale du gouvernement, mais pour avoir quelques personnes qui, dans leur vie professionnelle, ont fait la démonstration de leur capacité, de leur compétence, de leur capacité à changer les choses. Cette équipe gouvernementale, elle doit pouvoir agir immédiatement, ce qui suppose que le Parlement travaille sans discontinuer en juillet, août et septembre, qu'on utilise tous les moyens que la Constitution nous donne. Ça peut être les ordonnances sur certains sujets, ça peut être il y a beaucoup de choses dans la Constitution de la Ve République qui permettent de faire un peu pression pour que le Parlement travaille vite. Et moi, j'y ajoute une dernière condition, c'est que on organise en septembre un référendum pour prolonger ce que j'appelle, moi, la période de tension démocratique pendant laquelle il est très difficile à toutes les forces sociales que vous avez évoquées tout à l'heure de se mobiliser contre un projet parce qu'on est dans le débat démocratique. Et ce référendum, qui naturellement ne peut pas être perdu, porterait pour moi sur deux sujets. L'inscription dans la Constitution de la République française du principe d'égalité des régimes sociaux. Vous comprenez évidemment ce que je veux dire. Et le deuxième sujet, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Voilà. Et il me semble qu'on a une séquence, là, juillet, août, septembre, octobre, qui est, si elle est gérée comme cela, qui permet de passer un peu en force sur certains sujets, des réformes difficiles.
Après, alors, il peut y avoir des résistances, il y aura des résistances naturellement, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'elles sont très exagérées. Prenons l'exemple de la loi El Khomri, on dit le pays a été bloqué, mais quoi, le pays n'a pas été bloqué? Bien sûr, il y a eu des tentatives de blocage ici ou là, les carburants, la SNCF, mais enfin, personne ne peut dire que le pays a été bloqué. Et pourquoi le pays n'a pas été bloqué? Parce que ces organisations, en tout cas pour les plus radicales d'entre elles, n'ont pas aujourd'hui la force, la capacité, l'assise dans le pays, comme elles l'avaient il y a 25 ou 30 ans, pour accomplir les blocages dont elles menacent. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Comme elles n'ont plus cette force, soit elles font des actions un peu désespérées, comme cette histoire de blocage des dépôts de carburant. Moi, j'avais été confronté à cette situation dès les blocages. On a réquisitionné les personnels et on a envoyé la gendarmerie et ça s'est extrêmement bien passé. Le gouvernement là simplement a attendu un tout petit peu trop longtemps pour le faire. Soit ils utilisent une autre méthode qui est la grève par procuration. Et la grève par procuration, ça consiste à envoyer les lycéens dans la rue à leur place. Bon. Eh bien, juillet, août, septembre, c'est pas mal pour faire les réformes dans ce contexte. Vous devez partir alors. Encore une. Alors, exceptionnellement, ce n'est pas un bis, mais on a droit encore à une question. Est-ce que quelqu'un... Ah, mais alors, vite. Le micro. Allez, une dame. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, l'État n'est pas neutre. L'État détient France Télévisions, qui est un grand groupe de médias. Il finance les journaux et il finance un grand nombre d'associations. Dans certaines, on se retrouve, et dans d'autres, on ne se retrouve absolument pas et qui sont opposées à nos convictions. Dès lors, est-ce que vous rendrez à l'État la neutralité qui est nécessaire à son action, en privatisant France Télévisions, en supprimant les subventions aux journaux et en supprimant les subventions aux associations, afin que je décide quel média je regarde, quel journal je lis et quelle association je décide de soutenir ou non? Merci. On aurait dû s'arrêter à la question précédente. Pourquoi? Non, je suis totalement d'accord avec vous sur l'idée que l'État n'est pas neutre et qu'il faut réduire l'empreinte de l'État dans l'information. Et donc ça veut dire qu'il faut réduire par exemple le nombre de chaînes de télévision, parce qu'il n'y en a pas une, il y en a... Voilà, et qu'il faut revoir complètement le système de financement de la presse. Mais en même temps, je vous fais remarquer que dans la quasi-totalité des pays européens, il y a un service public de l'audiovisuel. En Angleterre, pays libéral s'il en est, il y a une télévision qui d'ailleurs est remarquable. Alors elle est... Oui, enfin neutre, bon, faut pas non plus idéaliser trop nos voisins quand on est anglais, et il se trouve que je suis marié avec une anglaise, tous les Anglais ne trouvent pas que la télévision d'État est si neutre que ça, mais elle est plus neutre que la nôtre, et surtout, elle a un mode d'organisation qui me semble plus cohérent avec la fonction de service public qui est la sienne. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui chez nous, où on a des chaînes de télévision privées et des chaînes de télévision publiques qui finalement ont le même mode de fonctionnement. Bon. Moi, je voudrais qu'il y ait un noyau de chaînes publiques qui fonctionne de façon beaucoup plus homogène et beaucoup plus concentrée que ce n'est le cas aujourd'hui. Je pense en particulier à tout l'audiovisuel extérieur, etc. Et que, comme on avait d'ailleurs commencé à le faire dans le quinquennat précédent, la mission de service public soit claire et le financement soit celui qui est lié aux finances publiques. Quant aux associations, il y a un énorme ménage à faire dans le financement de structures qui ont parfois perdu le sens de l'intérêt général qui justifiait leur financement public. Bien. Merci François Fillon pour ces explications très claires et très poussées. Et si vous avez le temps, on peut peut-être faire une photographie. Bien sûr. Ah non, les questions, c'est fini, là. Sinon, on ne pourra pas. Oui. La place de la France dans le monde, c'est une question fondamentale. Je pense que le débat qui s'est ouvert
sur l'identité devrait en réalité, compte tenu des dangers qui nous menacent, être transformé dans un débat sur la souveraineté. On a besoin, d'une manière moderne, en tenant compte de l'évolution du monde, on a besoin aujourd'hui de défendre notre souveraineté. Et je pense d'ailleurs que l'identité française, elle est dans la défense de la souveraineté. C'est-à-dire que si on regarde toute l'histoire de France, c'est l'histoire de la bataille pour la souveraineté nationale. Et cette souveraineté nationale aujourd'hui, elle est menacée autant sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan linguistique, que sur le plan de la sécurité tout court, compte tenu des attaques de plus en plus violentes contre notre pays, contre notre mode de société. Je fais partie de ceux qui, depuis longtemps, parlent de risque de guerre mondiale, lié à la naissance de ce que j'appelle un nouveau totalitarisme. Comme on a connu des totalitarismes au XXe siècle, il y a un nouveau totalitarisme qui est en train de naître, différent, avec des objectifs différents, des méthodes différentes, mais enfin, qui a toutes les caractéristiques du totalitarisme, c'est-à-dire une organisation qui veut imposer un modèle de société au reste du monde, qui étend progressivement son ombre sur un territoire qui va maintenant de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en gros du Pakistan jusqu'au Nigeria, et qui progresse militairement, pas toujours, ils ont des revers, mais qui progresse globalement dans les esprits et qui risque de prendre le contrôle progressivement d'un grand nombre de pays dans le cadre d'une confrontation qui est une menace pour la liberté du monde, pour la civilisation européenne que nous défendions et que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, face à ce danger, il faut repenser notre organisation et la défense de notre souveraineté. Dans un certain nombre de cas, ça passe par des alliances plus étroites avec certains de nos amis européens. Dans d'autres cas, ça passe par plus de distance avec nos amis américains, qui nous entraînent parfois, à travers leur politique étrangère, dans des choix qui ne sont pas conformes à nos intérêts. Je pense en particulier aux tensions actuelles avec la Russie, que je considère comme contre-productives, comme assez largement inutiles, et même comme dangereuses par rapport à l'évolution de ce pays demain. Donc voilà, ce débat sur la souveraineté, c'est pas la souveraineté au sens où on veut nier toute coopération avec les Européens. C'est pas du tout le sujet. Je pense par exemple que on pourrait discuter à l'infini de l'euro et de son histoire et des bienfaits ou des inconvénients de la monnaie européenne. Mais aujourd'hui, je considère que on l'a et que si on gère l'euro correctement, ça peut être un instrument de souveraineté, notamment par rapport au dollar et par rapport aux États-Unis. Sur le long terme, pas à court terme, mais quand vous pensez qu'aujourd'hui, parce que les entreprises européennes sont obligées d'utiliser le dollar pour leurs échanges internationaux, elles sont soumises directement ou indirectement à la législation américaine et aux caprices d'un certain nombre de juges américains qui sont ravis de se taper des entreprises européennes pour se faire réélire, puisqu'ils sont élus. Voilà, c'est un énorme sujet, et c'est un sujet que personne n'évoque, un sujet qui voilà, c'est considéré comme inévitable, et on voit aujourd'hui d'abord des entreprises européennes condamnées avec des amendes gigantesques, mais plus grave encore, parce que ça se voit pas, il y a des milliers d'entreprises européennes qui s'autocensurent dans leur stratégie internationale pour ne pas aller contre, pour ne pas risquer d'aller contre la justice américaine et l'administration américaine. J'ai même rencontré, il n'y a pas très longtemps, le patron d'une grande entreprise française qui a reconnu qu'il allait aux États-Unis de manière préventive pour soumettre ses projets d'investissement dans le monde à l'administration américaine pour être sûr qu'il n'aurait pas de difficultés. Eh bien, ça, c'est une situation qui, à mon avis, est intolérable et qui doit nous conduire à construire autour de la monnaie européenne, avec un petit noyau de pays, une politique de souveraineté européenne. Bien. Alors, mesdames et messieurs, vous avez entendu François Fillon. Vous entendrez d'autres candidats à la primaire des Républicains, car nous avons l'intention de les auditionner les uns après les autres, avant de décerner un palmarès. Vous nous avez beaucoup plu quand même. Je vous rappelle
Je vous rappelle qu'il y a 2 urnes à la sortie et que, en prévision justement de ces futures manifestations, pour couvrir nos frais, puisque l'entrée est libre, nous comptons sur votre générosité. Merci et à bientôt. Bulletin de vote déjà.